Bonsoir tout le monde. Merci d'être venu ce soir. J'ai l'honneur de vous présenter notre intervenant de ce soir pour une dernière soirée du cycle de conférences en relation avec l'exposition de la Révolution des œillets. C'est Monsieur Thierry Hinger. Il est historien luxembourgeois et expert absolu en matière des relations entre Luxembourg et le Portugal et la relation des Portugais du Luxembourg avec leur pays d'origine. Sa thèse de doctorat, qu'il a conclue en 2017 à l'Université du Luxembourg, eut le titre In Luxemburg mit Portugal verbunden, eine Verflechtungsgeschichte portugiesischer Migrantenvereine in Luxembourg und Portugals Immigrationspolitik. Donc en français, au Luxembourg lié au Portugal, une histoire d'interdépendance entre les associations d'immigrés portugais au Luxembourg et la politique d'immigration du Portugal. Donc un peu en relation aussi avec la thématique de cette soirée. Ce n'était pas seulement sa thèse de doctorat qui nous était super utile pendant les recherches de notre projet d'exposition, mais aussi c'est plein d'articles qu'il a écrits, entre autres pour le magazine, pour le Forum, dont j'aimerais mettre quelques-uns en avant. Donc il y a Portugal und deine Immigranten, die Delegation des portugiesischen Staatssekretärs für Immigration in Luxemburg und die Immigrationspolitik Portugals, ainsi qu'un autre que j'aimerais bien noter, die Erfindung der Comunidade Portuguesa zur Verbreitung eines nationalen Konzeptes in der portugiesischen Presse in Luxembourg. Et c'est des articles comme ça qui nous ont beaucoup aidés dans le processus de recherche pour notre exposition que vous pouvez encore voir jusqu'au 11 janvier ici au musée. Donc, merci encore une fois, Thierry, et je te donne la parole. Merci. Oui, merci. Bonsoir tout le monde. Merci aussi Isabelle pour les gentils mots d'introduction. Le titre, la politique d'attention et de lien du Portugal envers ses émigrés entre les années 1974 et 1976, analyse à partir de l'exemple d'immigration portugaise au Luxembourg. Le 25 avril est une date clé de l'histoire contemporaine du Portugal. Ceci vaut également pour l'histoire de l'immigration portugaise au Luxembourg. Le renversement de la dictature qui s'est déroulé dans les rues de Lisbonne à l'époque a également entraîné des répercussions au Grand-Duché, comme dans d'autres pays de destination de l'immigration portugaise. La chute de l'État nouveau allait cependant modifier profondément la politique d'immigration du Portugal. En fait, cette politique ne se limitait désormais plus à l'immigration, à la protection et à l'encadrement des émigrés à l'étranger. Entre 1974 et 1976, elle a commencé de mettre en place une série de programmes et de pratiques visant à renforcer les liens entre les émigrés portugais et la population restée au Portugal. Ces initiatives favorisaient une sorte d'unité nationale dépassant les frontières territoriales du pays. C'est ce que le sociologue français Stéphane Dufoy appelle une politique d'attention et de lien. Les archives du ministère des Affaires étrangères du Portugal, que j'ai pu consulter pour ma thèse, ne permettent pas de raconter toute l'histoire de la politique portugaise envers ses émigrés entre 1974 et 1976. Par conséquent, je vais vous présenter une histoire d'une portée bien plus restreinte. Ce que je vous propose, c'est d'explorer l'entrelacement de la perspective des émigrés portugais au Luxembourg en périphérie, avec la perspective de l'État portugais au centre. Une telle analyse constitue ainsi une contribution à une histoire beaucoup plus vaste des relations entre les émigrés portugais et le Portugal à partir de 1974. Les questions auxquelles je tâcherai de répondre sont les suivantes. Quelles étaient alors les revendications des Portugais au Luxembourg envers les nouvelles autorités au Portugal après le 25 avril? Comment souhaitaient-ils s'impliquer dans les transformations qui se déroulaient sous leurs yeux au Portugal? Quel changement la révolution des œillets a-t-elle apporté au Luxembourg? Par quelles mesures les gouvernements provisoires portugais ont-ils tenté de répondre aux revendications des émigrés et de les inclure de manière institutionnelle dans la construction du nouveau Portugal? Bon, je commence par un premier vraiment chapitre, c'est des rues de Lisbonne aux rues de Luxembourg.
le 11 mai 1974. Les nouvelles du renversement de la dictature par le mouvement des forces armées, le 25 avril 1974 à Lisbonne, se répandirent vite en dehors du Portugal. Les événements de ce jeudi remarquable faisaient, dès le lendemain, la une de beaucoup de journaux au Grand-Duché, comme le Luxembourg à Wort. Le comité portugais pour la liberté d'expression, un groupe de 10 Portugais résidant au Grand-Duché, formé dans les 2 semaines suivant le 25 avril, annonça le vendredi 10 mai dans l'édition luxembourgeoise du Républicain Lorrain qu'une manifestation de salut au Portugal libre aurait lieu le lendemain, le samedi du 11 mai 1974 à 16h à Luxembourgville. Les objectifs de cette manifestation étaient clairement définis. Il s'agissait, premièrement, de saluer la rente de salut national au Portugal pour avoir renversé la dictature de l'État nouveau. Deuxièmement, de soutenir sa décision de mettre fin à la guerre coloniale. Et troisièmement, en ce qui concerne le Luxembourg, de revendiquer auprès des nouvelles autorités portugaises l'épuration du personnel de l'ambassade du Portugal au Luxembourg, en particulier José Mendes Costa, vice-consul et chargé de la section consulaire de l'ambassade. Sur ce troisième point, le comité agissait en accord avec le programme du mouvement des forces armées, dont il était certainement conscient, à savoir le passage sur, je cite, « l'épuration de la politique interne actuelle et de ses institutions », fin de citation, dont faisaient partie les représentants officiels du Portugal à l'étranger. Les nouvelles libertés acquises au Portugal grâce aux militaires ont alors permis de fleurir les esprits et le courage parmi les Portugais au Luxembourg. Le comité portugais pour la liberté d'expression osa formuler dans un journal, le Républicain Lorrain, c'est-à-dire dans l'espace public, une attaque à l'encontre de Mendes Costa, chose impossible avant le 25 avril. Il voulait clairement, je cite, protester contre l'action personnelle et néfaste du chargé de la section consulaire de l'ambassade du Portugal à Luxembourg auprès de ses concitoyens. Presque tous les Portugais et luxembourgeois connaissent par expérience personnelle le manque d'assistance réelle et le mépris avec lequel le chargé consulaire reçoit ses concitoyens. Comment en est-on arrivé là? José Mendes Costa, diplomate de carrière depuis 1956, arriva en 1965 d'Anvers au Grand-Duché et travaillait depuis lors au consulat de l'ambassade du Portugal. Comme l'ambassadeur n'était pas souvent présent à Luxembourg, puisqu'il occupait également le poste d'ambassadeur de Portugal en Belgique, avec résidence à Bruxelles, Mendes Costa était de facto, pour la plupart du temps, le seul représentant officiel du Portugal au Luxembourg. En tant que vice-consul, il s'occupait de divers actes administratifs, comme des actes de naissance, des actes de mariage, des concessions ou des renouvellements de passeports, etc. Depuis la fin des années 60, Mendes Costa organisait des cours de portugais, comme on voit ici en fait une image, pour les enfants d'émigrés portugais et suivait de près la politique d'encadrement des Portugais à l'étranger mise en place par le Secrétariat national à l'émigration créé en 1970. Cependant, ses relations avec l'association de migrants portugais la plus importante, l'association luso-luxembourgeoise Les Amitiés Portugal, APL en abréviation, devinrent depuis le début de 1972, je cite, de plus en plus tendues pour des raisons diverses et d'ordre plutôt personnel, fin de citation, comme le notait son secrétaire Lucien Hus en 1973. La situation dégénéra au point que la presse luxembourgeoise parla d'une guerre privée entre Mendes Costa et les APL. En décembre 1973, l'hebdomadaire Het Boyerland le qualifia même de personne non grata. Le président des APL, Norbert Thiel, rapporta dans une lettre adressée le 28 mai 1974 à Mário Soares, alors nouveau ministre des Affaires étrangères du Portugal, et aussi en même temps nouveau supérieur hiérarchique de Mendes Costa,
que ces derniers n'avaient pas, je cite, honte de qualifier les immigrés portugais publiquement comme de la crasse. Fin de citation. Il ajouta que Mendes Costa souffrait d'un, je cite, immense complexe de supériorité, ce qui lui fait adopter une attitude hautaine vis-à-vis de ses compatriotes immigrés. Fin de citation. Enfin, des références récurrentes laissaient entendre une possible relation au Luxembourg entre Mendes Costa et la Direction générale de sécurité, l'ancienne PID, c'est-à-dire la police secrète du Portugal, présente au Luxembourg. À quel point, en fait, la situation s'est aggravée montre le sous-titre de l'image du consulat, un événement de Amnesty International. Un membre des APL allait si loin d'associer le régime de Mendes Costa à un camp de concentration. Inutile de dire qu'à partir de ce moment-là, des discussions entre les deux partenaires sont devenues futiles. Il n'est donc pas étonnant que le cortège de la manifestation du 11 mai ait eu pour destination finale l'adresse de la section consulaire de l'ambassade située rue d'Oradour. Ici, on se trouve en fait le cortège devant la section consulaire de l'ambassade du Portugal au Luxembourg, avec au milieu, je ne sais pas si vous pouvez le remarquer, le marteau et le faucille. C'est en fait, je trouve cette image très, très parlante. Bon, la qualité n'est pas la meilleure, mais quand même. Oui, et là, en fait, si on regarde le parcours du trajet, ça partait en fait du plateau de Saint-Esprit, on passait par la Grand Rue, on prenait puis en fait l'avenue du 10 septembre, et pour arriver en fait à la rue d'Oradour, on aurait pu tout juste continuer la rue du 10 septembre, mais non, on est en fait viré dans la rue d'Orange. Pourquoi? Là se trouvait en fait le domicile de Mendes Costa. En fait, ce choix envoyait un message qu'il ne pouvait pas comprendre. La manifestation en tant que telle a fut un succès. Entre 1500 et 2000 participants sont réunis à Luxembourgville pour donner suite à l'appel du Comité portugais de liberté d'expression et aucun incident majeur n'a été signalé. Une gerbe fut déposée au monument aux morts à la Corniche en hommage aux prisonniers politiques assassinés par la PID. Les pancartes des manifestants portaient des slogans inspirés du 25 avril tels que « Vive le Portugal, vive la Révolution, un peuple uni jamais sera vaincu ». Mais, disons, le ton a changé et Mendes Costa était directement visé. Nous voulons un consul qui défend nos droits. Nous voulons un consul propre et humain ou, encore, mon préféré, le trafic est fini pour le fascisme Mendes Costa. Il va maintenant faire des passeports pour Madère. Au Luxembourg, comme au Portugal, la presse rapporta la manifestation du Comité portugais de liberté d'expression du 11 mai. Mais ces activités ne se limitaient pas à cette manifestation. Dans le cadre du 11 mai, le comité envoyait un télégramme à la rente de salut national au Portugal, demandant au nom de la communauté portugaise au Luxembourg, je cite, l'épuration des consulats et ambassades à l'étranger. Fin de citation. En parallèle, le comité constitua un dossier comprenant une cinquantaine de documents incriminant Mendes Costa pour son comportement envers ses compatriotes. Il s'agissait en fait d'un véritable réquisitoire. Ce dossier qui a été envoyé par le Comité portugais pour la liberté d'expression le 8 juin 1974 à Mário Soares, ministre des Affaires étrangères du Portugal, et on ne visait en fait un seul objectif, obtenir la révocation de Mendes Costa. La revendication d'épuration des Portugais du Luxembourg n'était pas un acte isolé. Fin mai 1974, l'hebdomadaire O Emigrante rapportait, je cite, des appels constants qui arrivent de partout, du Brésil à l'Allemagne, du Luxembourg à la France, pour qu'il soit procédé immédiatement à l'épuration complète du personnel des ambassades et consulats,
certains d'entre eux laissant de bien tristes souvenirs à nos émigrants. Fin de citation. Que ce soit aux États-Unis, en Angleterre, aux Pays-Bas, en Belgique ou en Suisse, les émigrés portugais réclamaient une épuration similaire. Ces revendications trouvaient également écho dans le programme du MFA, du mouvement des forces armées, qui avait déjà annoncé l'épuration dans son programme. Les bases légales furent établies en 1974 par le premier et deuxième gouvernement provisoire avec les décrets-lois 277 du 25 juin et les décrets-lois 366 du 19 août. En été 1974, des commissions ministérielles pour l'épuration et la reclassification furent créées dans tous les ministères civils. La commission d'épuration du ministère des Affaires étrangères semble avoir conclu à la destitution de Mendes Costa, qui quitta le Luxembourg le 3 octobre 1974. En novembre, Contacto titrait « L'épuration est enfin arrivée au Luxembourg », tandis que d'autres journaux d'associations de migrants portugais comme A Nossa Voz ou A Verdade exprimaient leur satisfaction à travers des caricatures très explicites. Voici, mort au fascisme, José Mendes Costa, le dernier consul fasciste au Luxembourg, ou encore dans A Verdade, Mendes Costa part du pays. Ici également encore une référence à la police secrète, disons comme au Luxembourg. Les revendications des Portugais au Luxembourg, comme ailleurs, pour l'épuration du personnel consulaire et diplomatique, n'étaient pas la cause directe de la mise en place de ces commissions ministérielles d'épuration. Cependant, elles démontraient clairement aux deux premiers gouvernements provisoires que les émigrés s'alignaient sur les idéaux de la révolution des œillets et voulaient y prendre part activement, même si c'était à distance. Contacto considérait la question de l'épuration même comme un, je cite, obstacle à une politique d'émigration, du Portugal bien sûr. Les intérêts des émigrés convergeaient ainsi avec ceux des deux premiers gouvernements provisoires, dont la reconstruction d'un nouveau Portugal. À l'intérieur du pays, comme à l'extérieur du pays, au niveau du personnel consulaire et diplomatique. Bon, je viens alors au deuxième point, c'est-à-dire l'institutionnalisation de la politique d'émigration du Portugal après le 25 avril, c'est-à-dire la création du secrétariat d'État à l'émigration, qui fut, avec le 25 avril, le secrétariat national à l'émigration, institution créée en 1970 pour renforcer les liens entre les Portugais à l'étranger et leur pays, a été transféré le 1er juillet 1974 au secrétariat d'État à l'émigration, nouvellement créé au sein du ministère du Travail. Un changement important fut opéré à la tête de cette institution. Américo Sarraga Leal, à la tête du secrétariat national à l'émigration depuis 1970, a démissionné. Un nouveau secrétaire d'État à l'émigration a été nommé le 5 juin 1974. L'avocat Antonio Macedo Varela, appartenant au parti de gauche du mouvement démocratique portugais. L'épuration du secrétaire national d'émigration faisait partie des sujets abordés dans la presse à l'époque. Toutefois, certaines initiatives de cet organisme, comme les équipes d'accueil aux frontières avec l'Espagne lors du retour des émigrés pour les vacances, ont été maintenues. En été 1974, ces équipes opéraient désormais sous l'égide du secrétaire d'État à l'émigration. Elles distribuaient aux émigrés, entre autres, un autocollant du secrétariat d'État à l'émigration arborant le slogan « Un peuple uni à l'intérieur et à l'extérieur du pays ». Le message étant clair, le 25 avril ne se limitait pas aux frontières territoriales du Portugal. Et cette orientation était déjà inscrite en fait dans le programme du premier gouvernement provisoire qui prévoyait au niveau de la politique sociale, je cite, l'adoption de mesures économiques et sociales visant à
encourager le retour des émigrés ainsi qu'à protéger et encadrer les travailleurs portugais à l'étranger. Donc, tant que les émigrés continuaient à vivre à l'étranger, le Portugal s'occuperait d'eux. Cependant, au fond, le retour des émigrés au pays était envisagé. Une dimension de la politique d'émigration envers les émigrés qui restera présente encore longtemps. Dans l'édition du 8 juillet 1974 de O Imigrante, des communiqués officiels du secrétaire d'État à l'immigration révélaient les premières mesures prises par le premier gouvernement provisoire. Un message daté du 21 juin 1974 rassurait sur la stabilité économique du Portugal. Je cite, « La situation économique au Portugal est parfaitement régularisée avec un fonctionnement normal de toutes les institutions bancaires. » Le message aux émigrés était clair. Continuez à envoyer vos transferts de fonds au Portugal. Contacto, au Luxembourg, relayait une version abrégée de ce communiqué dans son numéro de juillet-août 1974. Un autre communiqué, daté du 11 juillet 1974, annonçait que le secrétaire d'État à l'immigration travaillait sur, je cite, la réorganisation et l'extension de ses services de soutien aux émigrés dans les pays où ils se trouvent et travaillent. Fin de citation. Cependant, il précisait que, pour le moment, ces efforts se concentraient principalement sur la mise en disposition immédiate en été d'un éventail de services au Portugal. Ces services incluaient notamment la fourniture d'informations concernant le service militaire, la situation des réfractaires et déserteurs, le permis de conduire, les équivalences d'études, ainsi que l'assistance dans la résolution de divers problèmes de la vie quotidienne. Très attentive à ces questions, le secrétaire d'État à l'immigration projetait de créer un journal destiné à renforcer les liens entre les émigrés portugais dispersés à travers le monde et leurs familles au Portugal. Le Correio de Portugal, uma revista para os imigrantes. Cependant, la démission du Premier ministre Palma Carlos, survenue le 11 juillet 1974, a contrarié la réalisation de ce projet. Le 23 juillet, l'ingénieur Pedro Coelho, membre du Parti socialiste portugais, a été nommé comme nouveau secrétaire d'État à l'immigration. Il occupera cette fonction jusqu'en été 1975. Ce fut en effet Pedro Coelho qui présentait lors de la manifestation du 11 août au stade du 1er mai à Lisbonne ce qu'il appelait son nouveau programme pour l'immigration. Le stade, qui avait été renommé ainsi après le gigantesque rassemblement du 1er mai 1974, célébrant la chute de la dictature par le mouvement des forces armées, a également servi de lieu pour cette manifestation surnommée le 1er mai des émigrés. Alors vous voyez au fond la maison entre les sapins. Voici encore une fois le même endroit, la même perspective, mais à peu près plusieurs mois plus tard, avec un rassemblement de personnes beaucoup plus petits, mais en fait, ça c'est le 1er mai des émigrés au stade de ce 1er mai où le 1er mai de 1974 a eu lieu. Cette manifestation était organisée selon O Imigrante par la section portugaise de l'ORTF, c'est-à-dire de l'Office de radiodiffusion et télévision française, en collaboration avec plusieurs partis politiques et le syndicat CGTP international. La question du lien entre les émigrés portugais à l'étranger et le mouvement des forces armées, ainsi que leur appartenance à une communauté nationale qui s'apprêtait à construire un Portugal nouveau, était donc au cœur des préoccupations des nouvelles forces politiques. À ce sujet, O Imigrante écrivait dans son édition du 12 août, au lendemain de la manifestation, je cite, « Ceux, c'est-à-dire les émigrés, qui étaient là, dehors, lors de la révolution des œillets, ne voulaient pas manquer leur 1er mai.
pour lequel ils avaient tant contribué en préparant le climat qui a rendu possible le 25 avril. Oui, le 25 avril appartenait à tous les Portugais. Le 1er mai devrait aussi appartenir à tous. En amont de cette manifestation, Contacto informait ses lecteurs dans son édition de juillet-août qu'une, je cite, grandiose manifestation organisée pour des émigrés portugais dispersés à travers le monde, fin de citation, aurait lieu à Lisbonne le 2e dimanche du mois d'août et qu'elle poursuivait les objectifs suivants. Soutenir la démocratie portugaise et le mouvement des forces armées. Revendiquer le droit de vote et l'enseignement de langue portugaise à l'étranger, épurer les consulats et ambassades, etc. À cet effet, Contacto suggérait que tous ceux se trouvant au Portugal à ce moment-là, pour leurs vacances, participent à cet événement afin d'assurer une bonne représentation de la communauté portugaise au Luxembourg. Quelques Portugais résidant en Grand-Duché ont effectivement répondu à cet appel, comme en témoigne, d'après moi, ici cette photo qui se trouve également dans l'exposition. En fait, on peut voir ici, CDE, et ici sur la poitrine, on distingue clairement en fait le symbole du secrétariat d'État à l'immigration. C'est pourquoi je dirais moi-même, ceci c'était en fait avant que cette foule de protestes, de manifestants n'ait arrivé en fait à ce stade de 1er mai, à ce 1er mai des émigrés, à cette fête des émigrés, où parmi ces gens-là, il y avait également des Portugais provenant du Luxembourg, comme on peut distinguer ici clairement, et encore un peu plus en arrière, là, on déchiffre également le nom du Luxembourg. Ces participants ont pu ainsi assister de près au discours du secrétaire d'État à l'immigration, sur son nouveau programme pour l'immigration. Un résumé succinct de ce discours était publié dans l'édition de septembre de Contacto. Au début de son intervention, Pedro Coelho soulignait que le problème d'émigration était en définitive lié au, je cite, problème global de la nation portugaise. Fin de citation. Selon lui, l'objectif principal du 25 avril avait été de rendre le Portugal aux Portugais. Une vision qui, comme le précisait le slogan du secrétariat d'État à l'immigration, incluait tant les Portugais résidant au pays que ceux résidant à l'étranger. Coelho liait la formule des 3D du programme du mouvement des forces armées, c'est-à-dire la démocratisation, la décolonisation et le développement économique, au problème de l'immigration. Il expliquait qu'il était impossible d'atteindre la démocratisation sans décolonisation ni développement économique. Et il n'était pas non plus possible d'atteindre, je cite, la démocratisation sans résoudre le problème de l'immigration, car nous ne pouvons plus permettre que vivre au Portugal soit un luxe réservé à seulement quelques Portugais. Fin de citation. Cette affirmation soulevait alors une question légitime. Le secrétaire d'État évoquait-il le retour des émigrés au Portugal, comme l'avait annoncé le premier gouvernement provisoire dans son programme de gouvernement? Coelho répondait à cette question plutôt rhétorique sans détour. Mais oui, bien sûr, car, je cite, il est évident que le souhait du gouvernement provisoire ne pouvait être un autre. Fin de citation. Cependant, il ajouta immédiatement une critique implicite à l'égard de son prédécesseur communiste. Je cite, une telle affirmation ne peut relever que d'une pure démagogie. Fin de citation. Coelho a précisé qu'il serait impossible d'intégrer une si grande quantité de travailleurs, plus d'1 million de personnes, dont le marché d'emploi
sans provoquer de graves conséquences socio-économiques. Il s'ajoutait encore les retornados, c'est-à-dire des Portugais qui avaient vécu dans les colonies portugaises, qui sont alors aussi revenus au Portugal. Ça aurait créé des situations très graves. À court et moyen terme, en attendant que le programme politique des mouvements des forces armées soit pleinement réalisé, le secrétaire d'État à l'immigration prévoyait toutefois de prendre des mesures pour, je cite, promouvoir la défense effective des Portugais émigrés, que ce soit au pays ou à l'étranger. Fin de citation. Au Portugal, l'une de ces mesures a été la restructuration du secrétariat d'État à l'immigration, concrétisée en décembre 1974 par la nouvelle loi organique. Le secrétariat d'État à l'immigration avait ainsi comme mission de réviser les accords de main-d'œuvre existants entre le Portugal et certains pays de destination des émigrés portugais, comme la France ou le Luxembourg, ou de créer de nouveaux accords là où cela s'avérait nécessaire. Une collaboration étroite entre le secrétariat d'État à l'immigration et le ministère des Affaires étrangères était une condition essentielle pour mener à bien cette politique d'immigration. Ainsi, en juillet 1875, le secrétaire d'État à l'immigration a été transféré sous la tutelle du ministère des Affaires étrangères. Dans ce contexte, il était primordial pour Coelho que, je cite, les consulats et les ambassades soient véritablement au service des émigrés portugais, qu'ils deviennent pour eux des lieux d'accueil, de protection et de défense de leurs intérêts, et non, comme cela a été le cas jusqu'à présent, des agents d'une entité qui apparaît à leurs yeux presque comme un ennemi. Fin de citation. En collaboration avec les médias, les consulats et ambassades devaient jouer également un rôle essentiel dans l'information de l'opinion publique sur la situation réelle au Portugal. Ils étaient alors appelés à lutter contre ce qu'on qualifiait d'aujourd'hui de fake news et des rumeurs, notamment celles visant à dissuader les émigrés d'envoyer des transferts d'argent au Portugal sous le prétexte que la situation économique n'était ni sûre ni stable. Le secrétaire d'État à l'immigration a aussi proposé la création de services coordonnés par le secrétariat d'État à l'immigration au sein des consulats et ambassades. Cette initiative s'est concrétisée par l'installation de délégations du secrétariat d'État à l'immigration auprès des ambassades. Enfin, Coelho a insisté sur un problème d'ordre culturel lié à, je cite, « l'absence de contact avec la culture et la langue portugaise ». Fin de citation. Cela rendait indispensable une politique culturelle, je cite, qui permet de maintenir les liens des émigrés avec la culture et la langue portugaise, quel que soit le pays de destination. La France, l'Allemagne, les États-Unis, le Venezuela ou le Canada. L'un des principaux enjeux identifiés était l'enseignement du portugais aux enfants d'émigrés. Coelho avertissait, je cite, encore une fois, « Si nous ne nous acquittons pas de la tâche d'enseigner aux enfants des émigrés la langue portugaise, ils auront tendance à se dénationaliser, à perdre les liens qui les unissent au Portugal. » Fin de citation. Bon, je viens alors au troisième point, c'est-à-dire au point qu'il a ce point du programme du mouvement des forces armées, c'est-à-dire la démocratisation et le rôle que les Portugais à l'étranger y ont joué dans cette démocratisation du Portugal. Pardon. Le 25 avril, après la révolution des Ailés, le mouvement des forces armées annonça dans son programme l'organisation d'élections pour une assemblée constituante à réaliser dans les 12 mois à venir. Cette assemblée serait élue selon suffrage universel, direct et secret, selon une loi électorale élaborée par le futur gouvernement provisoire. Les abonnés du journal ou Emigrante avaient déjà pu lire ce programme dans l'édition du 29 avril 1974,
Contacto, au Luxembourg, l'a repris et diffusé à ses lecteurs en mai. Cela laissait donc espérer aux émigrés portugais que cette nouvelle loi électorale leur accorderait également le droit de vote. Dans son édition de début juin, O Imigrante se montrait optimiste à cet égard, car le premier gouvernement provisoire venait de nommer José Magalhães Godinho à la tête de la commission chargée à élaborer la nouvelle loi électorale. En 1973, ce dernier avait participé au 3e congrès de l'opposition démocratique à Aveiro et s'était fait remarquer par des publications demandant le droit de vote des émigrés aux élections législatives. En juin 1974, dans plusieurs pays en Europe de l'Ouest, que ce soit en Angleterre ou en Allemagne, les émigrés portugais revendiquaient le droit de vote à distance. Il en était de même au Luxembourg. Je cite, « Qu'il soit établi le droit de vote et la représentation des émigrés à tous les niveaux jugés appropriés comme moyen de reconnaissance et de maintien de la citoyenneté portugaise des émigrés. » Fin de citation. Il est intéressant de noter qu'ils ne demandaient pas uniquement le droit de vote à distance, mais aussi leur représentation politique au Portugal, tout en fournissant eux-mêmes un argument politique en faveur de cette revendication, la citoyenneté et les droits qui en découlent, même en résidant à l'étranger. Le secrétaire d'État à l'immigration, Pedro Coelho, appuya publiquement cette revendication le 11 août à la fête des émigrés à Lisbonne. Son parti, le Parti socialiste portugais, soutenait également le droit de vote à distance, tout comme le Parti populaire démocratique, un parti de centre-droit. Les deux partis reconnaissaient le lien des Portugais à l'étranger avec leur patrie, avançant des arguments fondés d'une part sur la citoyenneté et d'autre part sur l'importance des transferts d'argent avec lesquels les émigrés soutenaient l'économie nationale depuis des années. Le Parti socialiste et le Parti populaire démocratique, voulaient sans doute aussi élargir leur électorat potentiel des deux côtés de l'Atlantique en vue des futures élections à venir. À l'inverse, le Parti communiste portugais se montrait plus sceptique à l'égard du droit de vote des émigrés. Le 22 août, la commission chargée de l'élaboration de la nouvelle loi électorale dévoila un avant-projet qualifié par l'expert en droit Jorge Miranda de, je cite, « source du futur droit électoral portugais ». Fin de citation. Toutefois, entre les élections pour l'Assemblée constituante en 1975 et les élections législatives de 1976, un point particulier de ce texte suscita de vives discussions avant d'être modifié, celui relatif au droit du vote à distance des émigrés. Conformément à la loi du 5 mai 1974, qui instituait la rente nationale de salut national, la nouvelle loi électorale fut en effet publiée comme prévu le 15 novembre de l'année 1974. Elle stipulait dans son article 4 le droit de vote des citoyens résidant à l'étranger. Parmi les 3 paragraphes de cet article, c'est surtout le premier qui suscita des critiques de la part des émigrés. Pour être électeur, on devait soit avoir un enfant mineur ou un conjoint non divorcé résidant au Portugal, soit être parti du pays il y a moins de 5 ans à la date de la publication de cette loi. Certes, il faut souligner que les Portugais résidant à l'étranger avaient, sous certaines conditions, la possibilité de participer aux élections de l'Assemblée constituante. Cependant, cette loi excluait de facto de nombreux Portugais qui avaient quitté le pays avec leur famille avant le 25 avril à participer à la légitimation démocratique de cette assemblée dont l'objectif était d'élaborer une nouvelle constitution remplaçant celle de 1933. Au Luxembourg, le conseil d'administration des APL décida, lors de sa réunion du 30 septembre, je cite, d'adresser une lettre aux membres du gouvernement portugais réclamant le droit de vote pour les immigrés à l'étranger. Fin de citation.
Cette lettre ouverte fut publiée en première page de Contact en novembre. Après la promulgation de la nouvelle loi le 25 novembre 1974, le consulat envoya le 16 décembre les informations nécessaires sous forme de circulaire aux associations portugaises au Luxembourg, telles que les Amitiés Portugais-Luxembourg, qui relayèrent ces informations à leurs membres. Ici, disons, voter est un droit du citoyen. Bon, là, disons, c'est de mauvaise qualité. N'essayez en fait pas de tout déchiffrer, c'est un peu dur. Ici, le vote est une arme du peuple. Voter est un devoir moral. Dans son article paru en décembre 1974 dans Contacto, Mirandola Fernandes critiqua vivement la loi électorale, affirmant qu'elle excluait, selon elle, environ 80% des émigrés portugais parce qu'ils ne remplissaient pas la condition d'avoir quitté le Portugal depuis moins de 5 ans. Elle s'indigna, je cite, « Pendant le temps du fascisme, nous ne pouvions pas voter. Maintenant non plus. Pourquoi? Qui craint le vote des émigrés? Veut-il continuer à se moquer de nous maintenant qu'il parle de liberté, de démocratie et de participation à la construction politique du nouveau Portugal? Ils veulent notre argent, mais ne nous laissent pas choisir le gouvernement en qui nous avons confiance. Le 25 avril, est-il aussi pour les émigrés ou pas? Ce vibrant appel traduit la frustration et la colère des Portugais du Luxembourg face à l'exclusion politique, tout en soulignant leur manifeste volonté de participer au processus démocratique à distance et de contribuer ainsi activement à la construction du Portugal. Au plus tard, après le 25 avril 1974, certains Portugais résidant au Luxembourg commencèrent à s'engager dans les partis politiques portugais. Une année plus tard, des représentants du Parti socialiste, du Parti populaire démocratique, du Parti communiste portugais et de l'extrême gauche maoïste étaient présents au Grand-Duché. Peu de temps après la Révolution des Ailés, des membres du Parti socialiste devinrent actifs au Luxembourg. Lors du premier congrès de la Fédération des noyaux du Parti socialiste à l'étranger, qui se déroula du 1er au 3 juin 1974 à Bruxelles, une quarantaine de socialistes venus de l'Angleterre, de France, d'Allemagne ainsi que du Luxembourg discutèrent des problèmes touchant les émigrés portugais. Au début d'octobre, sur l'initiative des membres du Parti socialiste portugais au Luxembourg, le secrétaire d'État à l'immigration Pedro Coelho, affilié au Parti socialiste portugais, alors en mission à Bruxelles pour son parti, a pu être convaincu de venir au Grand-Duché. Il profita de cette occasion pour présenter les grandes lignes de la nouvelle politique d'émigration en faveur des émigrés au Luxembourg. La période d'inscription dont parle également cette feuille séparée publiée dans Contacto en décembre 1974, il indiquait en fait que cette période d'inscription, elle dura jusqu'au 8 janvier 1960. Elle durait jusqu'au 8 janvier 1975. En raison de la courte durée d'inscription, des restrictions imposées par l'article 4 de la nouvelle loi électorale du 25 novembre 1974, ou simplement d'un manque d'intérêt pour la vie politique portugaise, seulement 789 Portugais résidant au Luxembourg s'inscrivaient pour voter. Comme dans de nombreux pays d'Europe de l'Ouest, les électeurs portugais du Luxembourg votèrent majoritairement le Parti socialiste, suivi du mouvement démocratique portugais, un parti de la gauche, puis du Parti populaire démocratique,
du Front électoral communiste marxiste-léniniste, du Centre démocratique et social et enfin du Parti populaire monarchique, dernier en nombre de voix au Grand-Duché. Cependant, un seul cercle électoral fut créé pour les émigrés, leur permettant d'élire un seul représentant à l'Assemblée constituante. Le candidat du Parti populaire démocratique, José Teodoro da Silva, fut élu principalement grâce au fort soutien des émigrés d'Amérique du Nord et du Sud qui votèrent massivement pour ce parti. En 1976, tous les Portugais adultes résidant à l'étranger pouvaient participer aux élections législatives car la loi électorale du 25 novembre, maintenant 1975, avait été remplacée. La loi électorale du 25 novembre 1974 avait été remplacée maintenant par une nouvelle loi électorale qui rendait le vote à distance accessible à tous les émigrés. De plus, cette fois-ci, il existait 2 cercles électoraux et 2 candidats pouvaient être élus dans chacune de ces 2 circonscriptions extraterritoriales. Il y avait désormais 4 députés représentant l'immigration siégeant à l'Assemblée de la République du Portugal. Le 25 avril 1976, les Portugais de la diaspora participèrent au processus démocratique de légitimation du pouvoir législatif de leur pays et par là même indirectement du pouvoir exécutif. Bon, je viens au dernier chapitre, c'est-à-dire celui sur l'importance des transferts de fonds des émigrés portugais et l'importance de ces transferts pour l'économie nationale du Portugal. En 1969, comme on pouvait lire dans Contacto, les transferts de fonds des émigrés s'élevaient à 11,4 milliards de escudos. En 1973, ce chiffre atteignait les 25,5 milliards de escudos. Ces transferts constituaient alors la principale source de devises pour l'économie portugaise. La Banque portugaise de l'Atlantique faisait activement la promotion de son service de transfert de fonds dans Contacto dès sa création en 1970. Elle insistait sur la dispersion des Portugais au monde et sur sa présence, se voulant ainsi presque omniprésente, prête à transférer de l'argent au Portugal de n'importe quel endroit. Je cite, « Partout où vous êtes, nous sommes avec vous ». Fin de citation. Cependant, après le 25 avril 1974, une grande incertitude régnait parmi les émigrés quant à la situation économique du Portugal, alimentée par des rumeurs selon lesquelles les dépôts bancaires seraient menacés. Face à cette situation, le secrétaire d'État à l'immigration tenta en juillet de rassurer les émigrés, affirmant que tout était en ordre et qu'ils pouvaient continuer à envoyer leurs remises migratoires au Portugal en toute sécurité. Lors de son discours à Lisbonne le 11 août, Pedro Coelho attribuait ces rumeurs aux ennemis du nouveau Portugal qui, selon lui, cherchaient à nuire à la révolution. Cet épisode renforça la nécessité pour le secrétaire d'État à l'immigration de lancer son propre journal pour fournir aux émigrés des informations objectives sur la situation au Portugal. En octobre 1974, le journal 25 d'avril, édité par le secrétariat d'État à l'immigration, fut ainsi publié pour répondre à ce besoin. Ici, on voit aussi une lettre adressée du secrétariat de l'État à l'immigration à la Banque du Portugal, avec ici en bas également, disons, un autre slogan du secrétariat d'État à l'immigration qui montre que la révolution de l'Élysée ne se limite pas en fait au petit rectangle que représente le Portugal au sud-ouest de l'Europe, mais disons les 2 flèches montrent d'une part l'émigration transocéanique au
aux Amériques du Nord, l'autre, bien sûr, l'émigration vers l'Europe. C'est défendre la révolution au pays comme à l'extérieur du pays. Entre-temps, les émigrés portugais au Luxembourg avaient formulé des idées sur l'avenir des transferts de fonds. Dans leur catalogue de revendications paru dans Contacto en juin 1974, figuraient par exemple les points suivants. Je cite, « qu'il soit établi au niveau officiel, Caixa Geral de Depósitos, Montepio, Banque, etc., une meilleure, plus rentable et plus logique application locale des capitaux des émigrants envoyés au Portugal. Par exemple, dans le domaine de l'investissement pour la construction de logements ou le développement structurel des régions d'origine, précisément celles d'où provient la majorité de l'émigration. » Fin de citation. Cette idée d'utiliser les transferts de fonds des émigrés pour le développement, l'un des 3 grands D du programme des mouvements des forces armées, allait ressurgir à plusieurs reprises les mois suivants, mais souvent avec une spécificité liée à l'immigration, leur utilisation pour le développement régional, surtout dans les régions touchées les plus par l'immigration. Ainsi, les émigrés contribuaient avec leur transfert de fonds considérablement, non seulement à la balance de paiement du Portugal, mais aussi à la restructuration nationale du pays. Ici, on voit qu'à partir de 1969, les transferts de fonds des émigrés compensaient en fait la balance commerciale du Portugal. Ce sont des chiffres énormes et en fait, de là, on voit l'importance des émigrés pour, disons, la politique nationale après le 25 avril 1974. En 1974, avec la révolution des œillets et la situation politique et économique instable au Portugal, ainsi que la crise économique dans les pays de l'Europe de l'Ouest, il y avait une crainte au Portugal que les transferts d'argent des émigrés portugais diminuent. Étant donné l'importance de ces transferts pour compenser le déséquilibre de la balance commerciale, le secrétaire d'État à l'immigration et le secrétaire d'État aux finances étaient particulièrement attentifs à l'évolution des remises migratoires depuis l'été 1974. Ainsi, le 16 octobre 1974, Pedro Coelho décida de mettre en place un groupe de travail composé de représentants du ministère des Finances, de la Caixa Geral de Depósitos et du secrétariat d'État à l'immigration, avec pour objectif de prendre des mesures pour, je cite, « attirer l'épargne des immigrants dans l'intérêt du pays ». Fin de citation. D'après les chiffres, il semble que les émigrés aient envoyé en 1974 davantage d'argent au Portugal qu'en 1973, ce qui amena aux émigrants en février 1975 à conclure, je cite, « ce qui est important à vérifier est ce qui suit. Les émigrants ont répondu, comme d'autres Portugais, aux appels pour la reconstruction du pays. Toutes les personnes informées savent ce que ces milliers de comptes représentent dans notre balance de paiement appauvrie. Un soutien efficace. » Fin de citation. À partir de mars 1975 et jusqu'en été 1976, la Banque portugaise de l'Atlantique, insérait dans le cadre de leur publicité régulière dans Contacto un appel aux émigrés leur annonçant que leur pays avait besoin de leur aide. Maintenant, plus que jamais, le Portugal a besoin de vos transferts d'argent. De plus, dans le cadre de la nationalisation, et oui, ce que je voulais encore vous montrer, ici se trouve en fait cet autre slogan, partout où vous êtes, nous sommes avec vous. Hein, mais bon, de plus, dans le cadre de la nationalisation des banques en mars 1975, le secrétaire d'État à l'immigration rassurait les émigrés que leur argent déposé dans les banques portugaises était en sécurité.
il soulignait à nouveau l'importance des transferts de fonds des émigrés pour l'économie nationale. Je cite, « L'argent du peuple déposé dans les banques va commencer à servir les véritables besoins du peuple, dans le développement de l'agriculture, de l'industrie et du commerce, et les déposants auraient plus de garanties tant au niveau des intérêts de leurs dépôts qu'avec la tranquillité d'esprit de savoir qu'ils aident à construire le Portugal nouveau. » Fin de citation. Il ne s'agissait pas simplement de discours flatteurs envers les émigrés, mais bien d'une dépendance structurelle de l'économie portugaise à cette époque. Cela permet d'expliquer que d'autres mesures furent mises en place pour amplifier encore davantage les transferts de fonds des émigrés tout en renforçant leur lien avec le Portugal, que ce soit au niveau pécunier, matériel ou émotionnel. La création de comptes dépôt de devises étrangères en décembre 1975, ainsi que le système d'épargne-crédit destiné aux émigrants portugais en juillet 1976, en vue de construire une maison au Portugal. Que de mieux, en fait, pour matérialiser ce lien avec le Portugal, avec la construction d'une maison au Portugal, où on peut revenir toutes les années selon les besoins. Pour conclure maintenant, on peut tout d'abord constater, à niveau général, que les réactions et les revendications des émigrés portugais au Luxembourg à la suite du renversement de la dictature par la révolution des œillets, telles que l'épuration ou le droit de vote à distance, n'étaient pas des actes isolés, mais trouvaient des échos similaires dans de nombreux autres pays. Ces différentes voix, véhiculant souvent le même message, étaient bien sûr entendues à Lisbonne, que ce soit par la presse ou par le gouvernement. L'histoire des émigrés portugais au Luxembourg s'inscrit donc dans une histoire plus vaste de l'immigration portugaise. Au Luxembourg, le 25 avril a favorisé la politisation d'une partie des émigrés portugais, comme en témoigne l'apparition de représentants de différents partis politiques portugais. Même si le taux d'abstention était élevé lors des élections de 1975 et 1976, plusieurs centaines de Portugais ont tout de même pu participer aux premières élections démocratiques depuis les années 1920 au Portugal, et ce, depuis l'étranger. De plus, ils étaient représentés non seulement au Parlement à partir de 1976, mais aussi à l'Assemblée constituante de 1975. Tout en résidant au Luxembourg, les émigrés étaient inclus grâce à la démocratie représentative dans le processus d'élaboration de la nouvelle constitution et dans la légitimation du pouvoir législatif. Au Portugal, les mesures prises envers les émigrés découlaient d'une part de la logique du programme du mouvement des forces armées, notamment en ce qui concerne l'épuration, la démocratisation et le développement économique. Selon le sociologue français Stéphane Dufoy, que je venais de mentionner tout au début de ma contribution, une politique d'attention et de lien aboutit à la création en fait d'une nation transterritoriale. Dans le cas du Portugal, cette nation transterritoriale remplaçait la nation impériale devenue caduque avec le 25 avril et ses répercussions internationales, dont une était la décolonisation des colonies portugaises. Dans ce sens, la décolonisation jouait aussi un rôle important en fait, dans la reconstruction de la nation portugaise après le 25 avril, même si ce n'est indirectement dans une idée de nation où les Portugais allaient prendre une place privilégiée à partir de 1977 avec l'instauration du jour férié national, jour du Portugal, et des communautés portugaises, de Camões et des communautés portugaises au Luxembourg, et des communautés portugaises. Merci pour votre attention. Merci beaucoup Thierry pour cette très intéressante présentation. Est-ce que quelqu'un a des questions?
Oui. Oui, merci pour cette présentation vraiment très intéressante. J'ai plusieurs questions, je vais un peu profiter. D'abord, une question de curiosité. Qu'est-ce qui est arrivé à Mendes Costa après? Et ensuite, qu'est-ce qui est arrivé à Mendes Costa par après? Et alors, deux questions plus sérieuses, disons. La participation politique, comment est-ce qu'elle a évolué dans les décennies qui ont suivi? Est-ce qu'il y a eu encore une forte participation de la part des émigrés ou est-ce que ça s'est estompé? Et la troisième question, en fait, si je me rappelle bien, dans les années 80, l'ASTI a commencé à faire une campagne pour le droit de vote des immigrés au Luxembourg. Est-ce que ça n'est pas une contradiction ou est-ce que ça traduit peut-être ce tiraillement entre le Portugal et le Luxembourg de ces émigrés? Oui, merci René pour ces questions très intéressantes. Alors, pour les répondre dans l'ordre, ce qui est arrivé à Mendes Costa par après, on ne le sait pas. Disons, il est encore une fois revenu au Luxembourg en 1978. Attendez. Pardon. C'était oui, en 76. Sa femme, Madame Mendes Costa, elle était puéricultrice au Luxembourg, notamment auprès, pas étonnamment, auprès de la section consulaire de l'ambassade du Portugal. Et je pense qu'elle restait encore au Luxembourg un peu de temps. Et en fait, on craignait ici qu'il allait revenir. Et en fait, oui, mais par après, les traces se perdent en fait un peu. J'ai entendu en fait la rumeur qu'il allait travailler à Bruxelles. Ça se peut que ce soit lié puisque en fait jusqu'en 76, l'ambassadeur du Portugal au Luxembourg résidait en fait à Bruxelles. Peut-être qu'avec ces relations-là, il prenait un autre travail dans le corps diplomatique. Mais bon, je ne sais pas vraiment. Je vais peut-être rajouter deux, trois choses parce que bon, nous on a eu la chance qu'on a vu un dossier au Centre national de littérature où on s'est rendu compte qu'en fait en 77-78, Mendes Costa était encore au Luxembourg puisqu'il écrivait des lettres à la rédaction qui ont été collectionnées où il se défendait en fait de ce dont on l'accusait et où notamment il indiquait que son épouse, effectivement, tenait toujours une crèche pour des enfants lusophones, je crois, dans leur maison rue d'Orange. Donc, c'est quelque chose qui est une notoriété publique. Hein, ce que je raconte, c'était quelque chose que lui-même avait fait porter dans la presse. Par après, effectivement, nous, on a pu retrouver sa trace. Bon, son épouse étant belge, étant de nationalité belge, c'est aussi effectivement probable qu'il ait pu, par après, partir en Belgique. On a trouvé une page Facebook à son nom qui indiquerait éventuellement qu'il aurait, si c'est cette personne-là, qu'il aurait pu éventuellement avoir vécu en Belgique par après. Mais effectivement, au Luxembourg, je crois à partir de 60, les dernières traces que nous on a trouvées, c'est 78, c'est ce dossier de lettres à la rédaction qu'on trouve dans le fond, je crois dans le fond Nick Web, au Centre national de littérature. Par après, on n'a plus de traces de lui en fait non plus. Merci Régis pour ces informations supplémentaires. En ce qui concerne maintenant le comportement de vote des Portugais à l'étranger, il n'était jamais très grand. Hein. La participation politique restait en fait assez faible. Mais il y en avait toujours des moyens, mais d'après mes connaissances, la participation n'était jamais très grande. Et en ce qui concerne maintenant ta troisième question,
est-ce que maintenant, toute cette politique d'émigration du Portugal pour lier maintenant les Portugais à l'étranger au Portugal, est-ce que ça ne contrarie pas des politiques d'intégration dans les pays de destination? C'est ça, on fait de la question que je lis entre les lignes. Pour le Luxembourg, ça pourrait en fait se poser comme ça, mais je pense que d'après ma conception de cette politique, c'est plutôt l'inverse. En fait, ça joue en fait sur la double présence en fait. C'est que prendre part aux élections au Portugal, oui, tout en prenant également part aux élections dans un pays de destination. L'un n'exclut pas l'autre dans cette logique de cette politique d'émigration. Il se peut qu'un certain l'usotropicalisme joue un peu dedans, hein, c'est-à-dire que, disons, oui, que les Portugais seraient par nature très sociaux et s'adaptent à toute nouvelle situation. Il y a certains secrétaires d'État à l'immigration, surtout au début des années 90, où cette vulgate lusotropicaliste se laisse encore repérer en fait dans des discours du secrétariat d'État à l'immigration. Pour ainsi dire, non, l'un n'exclut pas l'autre. Hein. Moi, j'ai encore une question en ce qui concerne l'argent que les Portugais ont investi, qui ont visé au Portugal. Tu sais peut-être l'importance que... Est-ce que ça a encore une si grande importance, l'argent que les immigrés du Portugal ils visent ou ils investissent au Portugal encore aujourd'hui? Est-ce que c'est resté à ces presque 10% que c'était en 74 ou plus ou moins? Je ne pense pas que ce soit encore 10%. C'est encore important, mais plus tellement important que c'était dans les années 70-80. C'est maintenant plutôt d'autres pays que proviennent les remises migratoires. Mais là, il faudrait revoir des articles des sciences humaines actuelles. Il y a eu un projet très intéressant, Remigre, qui parle sur ces questions-là, concernant l'actualité. Merci. Merci. Ça m'intéresserait de savoir s'il y a une spécificité de la communauté portugaise à Luxembourg par rapport, par exemple, à la France ou à la Suisse en ce qui concerne l'engagement politique et la participation à la reconstruction du Portugal après le 25 avril. Merci pour la question. C'est une question très, très intéressante. Je ne saurais malheureusement pas me prononcer vraiment sur cette question puisque dans mon travail, je n'ai pas, disons, fait un travail de comparaison historique avec, disons, l'exemple français à côté, en fait, de l'exemple du Luxembourg. Mais a priori, je pense pas. Hein, je pense que dans les deux cas, il y a certains Portugais qui s'engagent beaucoup plus que d'autres. Mais oui, là, il faudrait faire en fait encore d'analyses plus approfondies également pour le cas portugais. Mais je dirais qu'au niveau des associations, je dirais que ça devrait être en fait un peu la même chose. D'accord. Merci. Ceci conclut donc notre cycle de conférences. Merci encore une fois à Thierry Hingard pour cette dernière conférence. Et je vous invite donc à profiter encore de l'ouverture de l'exposition qui, vous voyez sur notre affiche, elle était prévue d'être ouverte jusqu'au 5 janvier.
J'ai l'honneur de vous dire qu'elle sera ouverte jusqu'au 12 janvier, donc une semaine de plus. Et le dernier week-end sera aussi un week-end d'événements aussi. On aura quelques visites guidées par quelques interlocuteurs, par aussi les conservateurs et par les commissaires d'exposition. Donc, je vous invite donc à venir le 11 et 12 janvier pour un dernier week-end Révolution des œillets. Merci.